des essais, comme la catastrophe des mines de Courrières et la révolte des enfants de Vermiro. Est-ce que ça relève de la même, Alors ça, du même genre d'initiative? Oui, alors c'est pas tout à fait des essais, c'est en fait on part du principe sur ces bouquins-là de réunir, alors il n'y en a que deux mais il y en aura d'autres plus tard, de réunir sur un sujet qui moi me paraît important, des documents bruts, quasi bruts, et après de faire un lien avec une postface ou une préface. Et en fait, c'est le résultat d'une frustration que j'avais quand j'étais universitaire. J'aimais beaucoup les documents bruts. Je ne supportais pas les analyses de texte. J'aimais bien lire les textes d'origine, plus que tout ce qui avait été glosé après. Donc je m'étais dit, faisons une petite collection de textes bruts. Donc Courrières, c'est pas très politique, Courrières, c'est plutôt historique. C'est une mine qui explose en 1906, il y a 1200 morts, 1250, enfin bon, presque 1300. Ce qui est colossal, même maintenant. Il n'y a que, en termes de catastrophe industrielle, il n'y a que Tchernobyl qui a fait plus de morts. En sachant que Tchernobyl, si on est sur l'analyse soviétique officielle, il n'y a eu que 50 morts, mais donc, de fait, c'est un peu plus. Et la mine était en feu, on a envoyé des sauveteurs, les sauveteurs sont morts asphyxiés, donc on a fermé la mine pour éteindre l'incendie, et on s'est dit c'est fini, on arrête là. Et 3 semaines plus tard, une quinzaine de mineurs ont défoncé un mur et sont apparus à l'air libre, et donc ils ont mis 3 semaines tout seuls pour remonter du fin fond de la mine. Donc ça a surpris tout le monde, ils sont descendus, ils ont trouvé un cheval, un deuxième cheval, un autre mineur tout seul, et donc en fait il y avait une quinzaine de survivants qui ont mis 3 semaines à remonter. Ça a provoqué un mouvement, une grève phénoménale qui a été dirigée par le jeune Jean Jaurès. En face, il y a eu le jeune Clémenceau qui est arrivé avec 40 000 militaires. On a fait y avoir une petite guerre civile, finalement ça a été évité. Il y a un grand discours de Jean Jaurès qui date donc de 1906 qui dit qu'il faut nationaliser les ressources premières, sinon elles sont mal exploitées. Il y a des textes sur la sécurité, enfin bon, il y a des choses comme ça. Donc on a quand même une actualité politique un peu triste, c'est-à-dire que ce qui est écrit en 1906, vous pouvez le lire en 2013, ça marche pareil, hein, le texte sur la nationalisation des matières premières. Toujours d'actualité, mais c'était surtout des témoignages humains absolument extraordinaires. Ces mineurs qui, à la sortie de la mine, vont raconter leur histoire à l'instituteur, aux gendarmes, aux maires, qui transcrivent ça tel quel. C'est absolument stupéfiant d'humanité, c'est extrêmement touchant. C'est beaucoup plus fort que du Zola. Et puis on peut aussi rentrer dans des jeux d'analyse littéraire postmoderne, puisque finalement on a 13 ou 14 fois la même histoire racontée de 13 ou 14 points de vue différents. Et donc on en a un qui ment, qui dit qu'il a sauvé tout le monde, les autres qui disent mais non, il a sauvé personne, il a passé son temps à pleurer. Celui qui a sauvé tout le monde qui dit mais moi j'ai rien fait. Il y a des points de disparition, par exemple, il tue un cheval pour le manger et ça les a traumatisés. Le propriétaire du cheval est le seul qui ne raconte pas cet événement. Donc il y a plein de... On peut faire aussi un jeu sur comment le même événement est vécu différemment par ces personnes-là, mais bon, ça c'est un peu en plus, mais c'est vraiment une très belle chose. Les Vermiro... Par rapport au Vermiro, il y a plein de choses finalement de ce que tu viens de dire qui font penser aussi au Vermiro, et notamment l'articulation entre le public et le privé, qui est l'objet de ta préface de l'ouvrage. Sur les Vermiro, alors là on est encore c'est encore 1906, une époque intéressante. L'État inaugure en grande pompe un orphelinat privé, c'est-à-dire que l'État veut ouvrir un grand orphelinat dans le Morvan où il y a une économie de l'enfant adopté, une économie autour de tout ce qui est enfance adoptée, orphelinat, garde d'enfants, etc. Puis location de ses enfants, et location de ses enfants au fermier du coin, alors ce qui n'est pas une chose scandaleuse en soi, c'est des gamins, ils travaillent pour les fermiers contre un petit salaire, mais il y a une économie quand même par rapport à ça. Et donc il faut faire un bel orphelinat, et il y a un premier texte de l'État, une analyse de l'époque qui dit que c'est plus rentable de donner de l'argent à un orphelinat privé qui existe déjà que d'en ouvrir un. Et c'est le début de la fin. Donc il y a un petit orphelinat privé, il leur donne plein de sous, et ça devient un grand orphelinat privé, inauguré en grande pompe, avec un magnifique prospectus qui explique qu'ils vont faire le bien des enfants. Donc orphelinat à l'époque, on y trouve des enfants abandonnés, des enfants malades, physiquement ou psychiquement, et des délinquants. Donc tout ça est mélangé. Donc il y en a deux côte à côte, les garçons et les filles. Celui pour les filles est fermé 2 ans plus tard après qu'une des filles se soit suicidée. Il semblerait qu'elle se soit suicidée parce qu'il y avait de la prostitution, mais il n'y a pas d'enquête.
Et puis encore 2 ans plus tard, les gamins s'énervent et mettent le feu partout et descendent juste. Donc il y a eu plusieurs révoltes déjà dans l'orphelinat. Et après chaque révolte, les gamins sont enfermés en fait, sont réenfermés dans leur propre orphelinat. Et là il se passe un truc incroyable, c'est que ce juge-là, à la différence de tous les autres, au lieu de dire ces enfants sont des délinquants, des débiles dans le sens de l'époque, c'est-à-dire des enfants sans parole et sans point de vue, il dit non mais il y a un problème, ces gamins me disent quelque chose. Et il fait une enquête. Et l'enquête va conduire à découvrir que les mômes sont esclavagisés, que l'argent de l'État est détourné, que l'argent que les fermiers donnent comme salaire aux gamins, les gamins ne le touchent pas et l'État non plus, qu'ils ne sont pas soignés, qu'ils sont battus, que d'être battus, ils en meurent, que les premiers gardiens ont démissionné devant ces problèmes-là, et que les nouveaux gardiens qui sont mal payés, on a un intérêt à rester là, c'est qu'ils sont pédophiles, et donc tout part dans une espèce d'horreur totale. Et il y a un procès qui démarre en 1910, qui fait scandale à l'époque, et donc ce qu'on a publié, c'est les rapports de police, les minutes du procès, donc tous ces éléments-là, plus une préface et une postface des 2 auteurs, qui expliquent qu'il existe une économie du secret qui est non pas propre à 1906 ou 1910, mais qui est propre à tout ce qui est centre fermé. Centre fermé, il faut entendre prison, orphelinat, asile psychiatrique, maison de retraite. Et qu'en fait, tous ces systèmes-là peuvent conduire, à partir du moment où on les privatise, où on enlève des observateurs extérieurs, et où on baisse les salaires des gens qui y travaillent, on baisse la qualité de formation en réalité des gens qui y travaillent, conduisent quasi mécaniquement à ce genre de choses. Et c'est assez glaçant, et là c'est parfaitement moderne et c'est d'actualité. Quand le bouquin était sorti il y a quelques années, on était en plein débat de réouverture des centres fermés pour enfants, pour mineurs. Pour mémoire, le dernier centre fermé pour mineurs a été fermé en France en 1974 par Valéry Giscard d'Estaing, après un rapport, peut-être de la Cour des comptes d'ailleurs, qui expliquait que ces centres étaient rentables au détriment du bien-être des enfants qui étaient enfermés. Donc, 1974, débat sur les centres fermés en 2010, ça c'est pour le coup des documents qui servent encore. Il y a un processus assez terrible à la lecture, qui se passe à la lecture de ce livre, c'est que par l'entreprise de publication de ces textes, on donne à la littérature des textes qui n'en sont pas. Et moi, je me suis laissé prendre au piège de la lecture, de lire ça comme un roman ou une histoire sordide ou quelque chose comme ça. Et très rapidement, le texte et la réalité reprennent le dessus. C'est l'intérêt des documents. Voilà. C'est-à-dire que ce soit le Courrier ou les Vermiro, c'est tout à fait... la réalité se scénarise très bien d'elle-même. C'est-à-dire qu'on a des méchants, on a des gentils, on a des coups de théâtre, on a des moments de grand pathos. Enfin, ça fonctionne. Et c'est comme si la littérature, en fait, permettait d'entrer dans le sujet et permettait au sujet d'agir sur soi après de manière assez violente. C'est très violent. Mais c'est très violent parce que comme ce sont des documents d'époque, c'est une écriture qui est très froide au final. Et on est embarqué dans des histoires et à un moment donné on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de lire. Et au milieu de ça, il y a les témoignages des enfants avec une langue orale hallucinante. Qui explique avec une langue assez hésitante qu'un tel a été tabassé à mort, qu'un tel a été violé, qu'un tel a fait ça. Et c'est dit avec un certain naturel qui est tout à fait glaçant. C'est vraiment un drôle de texte. Mais on aurait la même chose si on faisait un recueil de textes de prison maintenant. Mais ce qui est particulier, c'est que là, c'est le point d'achoppement. C'est-à-dire que c'est la première fois que des adultes, donc c'était l'intérêt de publier cette partie-là plutôt qu'autre chose, les Vermiro, c'est la première fois en France que des adultes ont été condamnés pour des violences faites à des enfants. C'est un procès qui a posé pour la première fois le statut des enfants comme victimes, l'obligation juridique des adultes à les protéger, et qui a créé une espèce de jurisprudence sur laquelle s'est articulé ensuite un certain nombre de choses. Cela dit, c'est la première fois que le procès a été retentissant, ça a fait scandale. Le couple qui dirigeait l'orphelinat, la femme n'a été condamnée qu'à une amende, et l'homme a 2 mois de prison qu'il n'a jamais fait. Bon, il faut être quand même dans le relatif, c'est-à-dire qu'il y a eu scandale et il y a eu condamnation, ce qui est énorme, mais une condamnation qui n'a pas eu énormément d'impact sur la vie personnelle de ces 2 personnes.
d'autres choses dans les essais de l'œil d'or. Tu as sorti 2 livres sur l'opéra, un sur l'opéra et la résistance, l'autre un gros ouvrage sur la scène lyrique. Il y en a un troisième en préparation. Et on va passer assez rapidement là-dessus parce que j'ai envie de parler d'un essai qui m'a particulièrement plu. C'est un essai de Bertrand L qui s'appelle Sang noir, chasse, forêt et mythe de l'homme sauvage en Europe. Alors, outre que ce livre est une couverture magnifique. Frédéric Cochet à la gravure. Vous ne voyez pas, mais dans les ronces, il y a des renards et des sangliers cachés. Comment t'es venue l'idée de reprendre ce texte qui était déjà paru il y a assez longtemps chez Flammarion et que Flammarion a laissé s'épuiser? C'est bien fait qu'ils aient été rachetés comme ça. Ils ne travaillaient plus leur catalogue, ils ont été rachetés, ça me paraît très logique. Donc c'est un livre qui est paru en 1995 chez Flammarion, qui avait le prix de l'Académie française. C'est un très bel essai d'anthropologie et d'histoire anthropologique que j'avais découvert grâce à une amie ici présente qui me l'avait offert. Après on a joué à l'offrir à d'autres gens. Là, je pense que chacun de nous deux on l'a offert 20 fois, grosso modo. Donc en fait c'est nous qui avons épuisé le tirage. Et après on ne pouvait plus l'offrir, ce qui était quand même extrêmement frustrant. Et j'ai appelé Bertrand L, qui est tout à fait sympathique et qui m'a dit bah allez-y, prenez-le. Et pour moi ça incarne à la fois, d'abord c'est admirablement bien écrit, ce qui est pour un essai une très belle surprise. C'est d'une extrême densité et on est à la fois dans quelque chose qui parle ça part de la chasse maintenant, là, au XXe siècle, au XXIe siècle, mais aussi la chasse. Et après on remonte jusqu'à l'Antiquité, donc on a toute la mythologie de la chasse, le chasseur, les différents types de chasse, mais aussi la chasse sauvage avec l'intervention du diable. Et puis ses dérivés, la rage, le lycanthrope, les sorcières, les cultes des saints aussi. Les cultes des saints chasseurs et de Saint-Hubert et de la rage, les guerriers fous scandinaves, les grands-mères russes. Enfin, on a 2000 ans d'histoire des mythes humains et divins liés à la forêt et à la sauvagerie qui est propre à la forêt. C'est une pure merveille. C'est un très bel essai, mais c'est aussi, si on devait par exemple parler de roman moderne, qui serait un roman où il n'y aurait pas de jeu, laissez tout tomber, lisez Bertrand L, c'est très bien. Alors encore dans ce livre, 2 effets pernicieux. Déjà c'est un livre qui donne envie de lire d'autres choses, énormément, et c'est un livre qui donne envie de chasser. Voilà. Ça, vous lisez ça, donc vous avez envie de prendre des bottes et d'aller à la chasse. On a sélectionné un extrait pour vous donner un peu le goût du sang, et puis parce que la plume de Bertrand elle est tellement belle qu'il sera beaucoup plus convaincant que nous quant à la nécessité de lire cet essai. On va parler d'un type de chasse, il distingue 2 types de chasse en Europe, la chasse en bande, comme on la pratique en France, et la pirche, qui est la chasse pratiquée dans les pays germaniques et en forêt noire notamment. Et la pirche, c'est la solitude du chasseur face au cerf, face à la proie la plus noble possible, et la proie la plus noble possible, c'est le grand cerf. La poursuite solitaire du coiffé. La pirche est une chasse des plus archaïques. Poursuivre un cerf durant le brame, silencieusement et en se dissimulant, est une technique qui se perd dans la nuit des temps. La pirche devient le symbole de la chasse chevaleresque. Elle incarne la pratique coutumière qu'on oppose à toutes les manifestations ostentatoires d'une chasse prestige pour laquelle seul l'apparat et l'importance du tableau, le gibier abattu, semblent compter. Ni l'abattu, ni la chasse à courre ne parviendront à s'implanter durablement dans les pays germaniques. Tous les auteurs de traités synégétiques, voire les historiens comme H. Fapart à la fin du XIXe siècle, se féliciteront de la disparition de ces chasses halogènes, qualifiées de tueries, louant les souverains, et à leur tête la maison de Habsbourg, d'avoir su renouer avec la seule chasse weitgerecht, c'est-à-dire conforme à l'éthique traditionnelle. Cette ancienneté de la pirche, reconnus, ne nous étonneront donc pas de retrouver la plupart des gestes essentiels effectués par les chasseurs contemporains déjà consignés dans les anciens traités de chasse au cerf. Prendre le vent avant d'engager la poursuite, le De Arte Bersandi du XIIe siècle rappelle aux chasseurs toutes les précautions à prendre en raison de l'odorat particulièrement développé du cerf. Répandre du sperme animal sur ses vêtements, la Hohenlohische Handschrift
manuel rédigé au XVIe siècle par un chasseur anonyme, conseille de prélever les organes sexuels d'une biche, de les laisser sécher pendant 6 mois pour qu'ils durcissent, puis de les accrocher sur le bord de son chapeau avant d'entreprendre une pirche. Contrefaire le bramement, dans son Weitbourg, livre de chasse de 1620, manuscrit destiné au comte de Bade, le chasseur alsacien von Firdenheim explique toute l'importance de la modulation du cri imité. Ainsi, pour l'appel des chevreuils, au moment du brame, une intonation jeune fera seulement accourir un gibier inintéressant, alors qu'un ton plus grave attirera les vieux mâles. Pour tout chasseur, suivre ces règles est indispensable, car la pirche consiste à approcher le cerf au plus près. Il s'agit, avant de décocher un coup de feu que l'on souhaite immédiatement mortel, d'identifier avec précision l'animal. Tapi dans un fourré, le chasseur et son garde supputent la valeur du cerf à l'épaisseur et la largeur des mérins, le nombre de corps, la forme générale de la ramure étant l'objet d'une discussion silencieuse. Mais les difficultés d'une bonne approche sont grandes. La présence humaine augmentant, le cerf est devenu extrêmement méfiant. Durant le jour, il se remise au plus profond de la forêt, dans des fourrés impénétrables, ne sortant que la nuit, lorsque la chasse est interdite. La rencontre souhaitée par le chasseur ne survient qu'à de brefs instants, l'aube et le crépuscule, durant lesquels l'animal regagne ou quitte le couvert. La prudence des mâles ne peut être réellement mise en défaut qu'à une seule époque de l'année, le brame automnal. Pendant le rut, les cerfs s'attardent sur les places de brame, clairières et autres espaces ouverts où s'agrège la harde. Ces lieux, bien connus des chasseurs, sont dominés par les plus vieux cerfs, mâles tout-puissants, dont les longs coups de gueule caverneux traduisent une suprématie sexuelle et sociale. Le bramement retentit bien au-delà de la forêt, et pour le chasseur, il est un appel impérieux. Rien d'autre ne saurait importer. Jusqu'à ce jour de septembre, le cerf royal n'était qu'une silhouette fugace, évanescente. Voici venu, au cours des quelques semaines qui vont suivre, l'occasion unique d'accomplir sa chasse. D'un bout à l'autre du massif alsacien, le monde synégétique entre en émoi. Invités à préciser la nature de leur agitation, les chasseurs font état de fourmillement, d'une soudaine impression d'étouffer ou de l'émergence d'une pulsion irrépressible. Un même besoin les submerge, répondre à l'invite du brame, sortir, chasser. Ce trouble saisonnier qui s'empare des gens de chasse, cette excitation qui les fait basculer dans une nouvelle vie entièrement consacrée aux courses en forêt, porte un nom connu de tous. Il s'agit du Jagdfieber, c'est-à-dire littéralement la fièvre de la chasse. Étonnante fièvre, elle ne peut être réduite à une simple métaphore de la passion synégétique. Elle est en effet perçue et décrite comme une réalité physiologique aux multiples incidences. Son caractère congénital ne fait aucun doute, et chacun, bûcheron ou cadre supérieur, de partager un même avis. Es ist im Blut, c'est dans le sang. Inscrite au plus profond de l'homme, cette fièvre est de nature à supplanter, par sa présence, les liens traditionnels du sang. Quelques chasseurs n'hésitent pas à le confesser. Cette complicité avec le garde-chasse engendrée par un Jagdfieber similaire leur paraît plus intense, plus authentique que toute autre relation, fût-elle lignagère. Pour le chasseur comme pour le cerf, l'automne est le temps de l'irruption paroxystique d'un flux sauvage de même essence. Étrange fièvre, sa recognition conduit à une vision anthropomorphique renversée de l'animal. Grâce à la présence saisonnière de ce ferment actif véhiculé par son sang, le chasseur participe de la nature sauvage. Les projections de cette image souterraine sont multiples. Le grand cerf et le chasseur accompli ne partagent-ils pas un statut identique? Tous deux sont parvenus à la plénitude de leur puissance sociale et ils sont les maîtres d'un vaste territoire. Tous deux ont su déjouer les pièges de la vie pour s'imposer dans leur univers respectif. Une relation très particulière unit donc l'homme et sa proie dans la pirche. L'appel, épisode crucial de la poursuite, en est une illustration. Initiant son fils à l'art du brame, le chasseur rappelle la vérité première « Tu es le cerf ». Telle est la condition pour que l'instrument, corne de bœuf évidé ou simple tube en carton bricolé, prenne vie. Le cerf quêté est là, réfugié, dans ce fourré inaccessible, invisible, mais tout proche. En contrefaisant le bramement, l'homme se pose en rival. Il lance un défi. Provoquer ainsi le cerf demande une grande expérience car il convient de bien jauger l'animal. Est-il vieux et aguerri ou jeune et craintif? Le son à émettre ne sera pas le même. Il faut corner juste, éveiller sa jalousie, l'inviter à faire front.
Un brame trop rauque ne fera qu'effrayer le jeune mâle, tandis que les cris plus clairs ne susciteront que le mépris du grand coiffé. Un jeu subtil s'instaure, et aux appels du chasseur répondent ceux de l'animal. L'homme frappe le sol, gratte un tronc d'arbre, reproduisant ainsi les bruits du cerf qui piétine et frotte ses bois dans l'excitation du combat à venir. De part et d'autre, les brames deviennent plus forts, plus menaçants. Précédé d'une odeur âcre et grisante, le cerf jaillit dans un fracas de feuilles froissées et de branches cassées. Objet de toutes les obsessions, de tous les sacrifices, l'ultime face-à-face peut s'accomplir dans la solitude de la forêt. Un éclair mortel déchire l'aube naissante.